on est là pour apporter des clés dans ce qu'on fait, apporter des nouvelles choses. Puis après, il faut voir l'athlète, ce qui lui correspond le mieux. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de ça, d'autres ce sera un peu moins, mais ce sera plus de ça. Donc il faut essayer des choses, il faut voir. Moi, je pense que le plus gros défaut, c'est de dire non, mais ça, c'est pas pour moi. Ok, sur glace, quelle position? Gardien, malheureusement. Pourquoi malheureusement? C'est un poste qui est particulier, ils sont tous bizarres. Ouais, juste avant la fin du premier tiers, il y a Reto Pavoni qui a pris une pénalité de match. Et moi, ça faisait 10 jours que je m'entraînais avec la première équipe, et là je me retrouve à... Bienvenue, va jouer à Berne, comme ça. Ah, puis au final, je suis rentré dans le match, il y avait 1-1, et on a perdu 4-3. Okay. Mais j'ai vraiment fait le job, j'ai pas pris de mauvais buts. C'est ok, on a le feu vert du médecin, on sait que ça tient, un genou, une épaule, mais mentalement, c'est plus difficile, il y a cet aspect penser indirectement, sans le vouloir. Ouais. Par l'athlète qui te dit j'ai mal à la tête, s'il te le dit pas, tu peux pas savoir. J'ai tapé, on sait qu'il y a eu commotion, il est pas bien, il revient, puis après il dit j'ai mal à la tête, mais là il faut que je joue parce que si je joue pas, je vais pas avoir de contrat. Et le risque, il est comme dans toutes les blessures, c'est que si t'as pas bien soigné cette première blessure et que tu retapes derrière, là ça peut devenir grave. Nouvel épisode de Mental de champion aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit un ancien champion de hockey, mais également entrepreneur champion. On va découvrir avec vous Fabien Eke. Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi pour l'invitation, justement. Ça me fait plaisir d'être là. Écoute, on va commencer tout de suite. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens? Je viens juste de parler de hockey sur glace. Tu vas aussi nous expliquer pourquoi et quand et comment tu as commencé ce magnifique sport. Alors, pour commencer, donc moi c'est Fabien Eke. J'ai grandi à Genève. Voilà, je sais qu'on aime bien en Suisse romande Genève. Donc j'ai grandi à Genève. J'ai fait d'abord du hockey sur glace, principalement du hockey sur glace. Ensuite, j'ai habité rapidement 6 ans en Valais. J'ai continué en Valais. J'ai joué au HCCR, j'ai joué à Viège. Après, j'ai fait un peu le tour. J'étais à La Chaux-de-Fonds, puis j'ai terminé à Lausanne. Avec la dernière année où j'étais vraiment dans le monde professionnel au niveau du hockey, c'était en 2013, l'année de la promotion du LHC en Liga, si on peut dire comme ça. Et puis à côté de ça, j'ai comme étude, j'ai fait une école de commerce, puis après j'ai fait une HEG. Et maintenant, j'ai créé mon entreprise. Alors, je ne suis pas tout seul dans l'entreprise, mais c'est vrai que c'est moi qui m'occupe principalement de développer ça. Mon entreprise où on travaille tout ce qui est entraînement visuel, cognitif. Ok. On va y revenir après sur cette partie entrepreneuriat. Si on reste un petit peu sur toi, hockey sur glace, quelle position? Gardien, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Non, malheureusement, non. J'ai adoré être gardien. C'est juste que c'est quand même c'est un poste qui est particulier. D'ailleurs, la réputation des gardiens est un peu particulière. On dit qu'ils sont tous bizarres. Peut-être ça se confirme, on verra tout à l'heure. Je confirme. Il confirme, voilà. Non, c'est parce que c'est vrai que c'est un poste assez particulier. On est dans un sport d'équipe, mais au final, on est un sport individuel dans un sport d'équipe. Et puis, c'est vrai que gardien, c'est bien parce que quand ça va bien, on est vite mis en avant. Puis quand ça va mal, on est vite montré du doigt. Alors, voilà, ça fait partie du jeu. Et pourquoi gardien, en fait? Comment c'est arrivé? Déjà, comment c'est arrivé le hockey, déjà? Est-ce qu'il y avait de la famille chez toi? Est-ce que tu as suivi quelqu'un? Puis après, pourquoi gardien? Alors, c'est vrai que c'est mon cousin, en fait, qui faisait du hockey, qui était plus âgé que moi. Et du coup, quand je l'ai vu faire du hockey, ça m'a tout de suite plu, je pense. Puis après, quand j'étais petit, c'était l'équipement. Donc, je me suis mis à patiner. Puis le gardien, en fait, c'est vraiment l'équipement, le masque. En fait, le déguisement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'a attiré plus que c'était. Pourtant, j'adore marquer des buts. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'adorais soit au foot ou dans d'autres sports marquer. Mais je pense que l'équipement du gardien, le masque et tout ce que ça représentait, ça m'a attiré. Et c'est pour ça en fait que je me suis mis au but. Ok. Excellent. Et puis du coup, c'est un choix que tu n'as jamais regretté. Puis tu as gravi un petit peu les échelons après du côté de Genève. Alors au début j'étais du côté de Genève et puis j'ai fait tous mes juniors là-bas, puis ça s'est bien passé et après j'ai eu des opportunités ailleurs, notamment justement à Sierre parce qu'il y avait l'opportunité de venir jouer avec la Ligue B. Maintenant les terminologies ont changé, on dit plus Ligue B, Ligue A, mais pour moi c'est toujours ça. Donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir aller là-bas puis de me développer, donc c'était une bonne opportunité pour moi, puis de finir mon école aussi là-bas. Donc, puis après, de fil en aiguille, c'est le sport de haut niveau. Et puis après, j'ai changé de club pour terminer à Lausanne. Et maintenant, j'habite à Lausanne depuis 7 ou 8 ans en tout cas. Voilà, donc ça fait un petit moment. Donc maintenant, c'est vrai que je suis plus assimilé à Lausanne qu'à Genève.
Ok, avec un passage en vallée entre deux. Avec un passage en vallée entre deux qui était sympa, très sympa. Et d'ailleurs, j'ai gardé beaucoup de relations et beaucoup d'amis ici, donc j'ai toujours du plaisir de revenir là. Magnifique. Et gardien de hockey, donc tu l'as dit avant, c'est un sport individuel dans un sport d'équipe. On fait une petite parenthèse préparation mentale. Est-ce que toi, tu as eu dans ta carrière la possibilité de travailler avec un préparateur ou une préparatrice mentale? Alors, quand j'étais tout jeune, oui. J'ai eu justement mes premières années, quand j'avais 17 ans, parce que quand j'étais 17 ans, je faisais encore les juniors, mais je m'entraînais déjà avec la première équipe. Ouais. Et c'est vrai que j'appréhendrais un petit peu le premier jour, mon premier match, si un jour je vais devoir... je savais que j'avais des chances de rentrer avec les pros une fois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, oh là là, il ne faut pas stresser. Enfin voilà, le truc classique. Donc c'est vrai que j'avais vu quelqu'un qui était sur Lausanne, qui m'avait aidé. On avait travaillé notamment beaucoup sur la visualisation, un petit peu de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Et c'est vrai qu'après, je pense que... en venant là, aujourd'hui, j'ai réfléchi à certaines choses. Puis c'est vrai que je regrette rien de tout ce que j'ai fait, mais il y a des choses que j'aurais modifiées effectivement par le passé, notamment par rapport à ce que je fais aussi aujourd'hui, l'expérience que ça m'a amené. C'est vrai que je pense que j'aurais dû continuer à travailler avec quelqu'un. Je dis pas ça parce que t'es là. Non, je dis ça parce que je le pense vraiment et que je le vois maintenant avec la chance que j'ai aussi de pouvoir, dans mon travail, après de côtoyer plein d'athlètes dans des sports différents. Et tu vois à quel point le mental tire tout en avant. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose où je me pose beaucoup de questions. Peut-être trop justement des fois parce que j'aime bien ça et puis j'aime bien comprendre les choses et c'est ce qui m'a amené aussi dans mon travail actuel aujourd'hui, mais à contrario ce qui m'a peut-être aussi servi et desservi d'un côté dans le monde du sport. Ok, excellent. Donc déjà une expérience en préparation mentale très jeune, donc ça fait déjà quelques années. Intéressant de voir qu'il y avait en fait déjà de la structure. Si maintenant tu devais juste, pour conclure un petit peu cette partie au niveau de ta carrière sportive, si tu devais nous raconter peut-être ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est... je pense que un des souvenirs les plus incroyables, c'était clairement quand même, c'était quand j'avais 17 ans. En fait, j'étais encore à Genève, juste avant que je vienne à Sierre. Et là, j'étais en junior élite. C'était première année ou deuxième année junior. Et puis, de temps en temps, je faisais le troisième gardien avec la première équipe, avec Genève Servette, qui était en Liga, tout en haut. Et... il y avait Reto Pavoni, gardien mythique voilà, à l'époque. Et en gros, le deuxième gardien était malade. Donc, du coup, ils m'ont appelé pour faire le deuxième, pour faire la porte avec la première équipe. Et on allait à Berne, jouer à Berne. Donc, à Berne, en plus, pas mal. Voilà, il y a un peu de monde. Pas mal, ouais. Et puis, fait assez incroyable parce que je ne pense pas que ça arrivait souvent, très sincèrement. Et je crois que j'ai toujours les vidéos. Mais du coup, à la fin du premier tiers, juste avant la fin du premier tiers, il y a Reto Pavoni qui a pris une pénalité de match. Ah oui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce qu'en fait, il y a un joueur lui est tombé dessus, puis en lui tombant dessus, il s'est énervé, puis il a donné un coup de patin en direction du joueur. Donc il était sur le dos, puis il a fait avec son pied, un coup de patin. Et du coup, l'arbitre a vu le coup de patin en direction du joueur, il a dit toi t'es dehors. Et moi, ça faisait 10 jours que je m'entraînais avec la première équipe, et là je me retrouve bienvenue, va jouer à Berne comme ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que je me suis retrouvé là, je suis monté, je suis rentré, tu comprends rien. Okay. Parce que vraiment, j'étais pas du tout préparé à ça. C'est-à-dire que même là, mentalement, je me suis pas dit, oh là là, j'ai peut-être une chance que je joue. Ou si je joue mal, je risque de jouer. Tu vois, c'était vraiment juste, l'autre est malade, fais la porte pendant 2 semaines et puis on verra bien si. Ouais. Mais voilà, donc je me suis retrouvé à jouer et puis je m'en souviens bien parce que. À l'époque, il y avait Philippe Boson aussi, qui était capitaine de Genève Servette. Et ça restera gravé. C'est que je suis rentré, il restait 30 secondes à jouer ou 40 secondes dans le premier tiers. Puis il vient vers moi, je rentre, puis il vient vers moi. Donc le jeu allait reprendre, puis lui il vient vers moi, puis là il me parle. Alors je sais plus trop ce qu'il m'a dit, mais en gros, t'as entendu, mais t'as pas retenu. En gros, pas de stress, ça va bien se passer. Enfin voilà, puis c'était assez incroyable. Puis en fait, après le match, c'est super bien passé. Genre vraiment, c'était. Il y a des choses on peut pas expliquer parce que franchement, j'étais pas préparé à ça. Sûr, mais après, au final, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que j'ai stressé un petit peu parce que pendant au final, j'ai joué 30 secondes, mais j'ai rien eu à faire. Après, il y a eu 20 minutes, 15 minutes de pause. Et puis après, il a fallu, dans le fond, recommencer un match de 2 tiers. Ouais. Et puis, ça s'est super bien passé. Puis au final, j'ai réussi à rentrer dans ma bulle. Et ça, je pense que ça restera quand même à 17 ans mon plus gros souvenir, même si j'ai vécu d'autres choses géniales après. Ouais. Voilà. En sachant qu'à Berne, on est entre 15 et 17 000 personnes. Voilà, c'est ça aussi. Donc, ça fait pas mal de bruit, quoi. Ouais, c'est ça. Puis Suppléaire et Reto Pavoni, qui est quand même une il y avait tout, le contexte, c'était incroyable. Le scénario était
il y avait Chris Maxorley à la bande. Okay, ouais. Il était pas très content, je peux vous garantir, quand ils ont sorti Pavoni, parce qu'il s'est dit, à mon avis, il s'est dit oups merde. On est jeune. Ouais, puis je pense que toute l'équipe s'est dit oups merde, et moi le premier, parce que franchement voilà. Puis au final, je suis rentré dans le match, il y avait 1-1 et on a perdu 4-3. Okay. Mais tu fais le job. j'ai vraiment fait le job, j'ai pas pris de mauvais buts. Non, enfin c'était incroyable. Puis derrière, du coup, tu comprends rien, les interviews, les machins et tout, c'était génial. Donc ça, je pense que ça restera. C'est dans le grand bain comme ça, avec sur un mes meilleurs souvenirs. Ouais, excellent. Et puis juste, je profite sur le tiers, justement, tu es rentré 30 secondes. Il restait une trentaine de secondes. Après, tu avais la pause, en fait, un quart d'heure, 1 minute. Comment ça s'est passé là c'était horrible. Okay. C'était horrible dans le sens que, justement, c'est pour ça que ce qui a été dur, c'est qu'en fait, je suis rentré. Et voilà, comme tout dans les sports, j'aurais voulu peut-être avoir peut-être 1 ou 2 tirs ou quelque chose qui me mette dedans. Puis en fait, je ne l'ai pas eu. Puis du coup, je suis revenu. Puis là, il y a 15 minutes. Et puis là, je rentre. Puis tout le monde, t'inquiète pas, hein, ça va bien se passer et tout. Réfléchis pas. Et puis moi, j'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Joue ton jeu, etc. Voilà. Et c'est vrai que j'étais stressé, paniqué. Puis après, je me suis dit, non, après classique, je savais que il fallait respirer, il fallait essayer de se détendre. Et puis de toute façon, en fait, j'avais plus le choix non plus parce que l'autre était viré. Ouais, c'est-à-dire que là, quoi qu'il arrivait, c'était moi jusqu'à la fin. C'est pas je rentre, puis si je fais n'importe quoi, on va me sortir. Ouais. Là, quoi qu'il arrive, c'est moi. Donc à quelque part, là, j'ai vraiment plus le choix. Il faut y aller. Et puis du coup, j'ai essayé de faire ma routine habituelle que je faisais quand je joue avec les juniors, en fait. Et puis après, il y a eu 1 ou 2 actions. C'est vrai que souvent, les gardiens, les premiers tirs sont vraiment importants. Bien sûr. Donc là, la chance, c'est que... Alors, je me souviens plus des premiers tirs, mais je sais que j'ai fait les arrêts. Okay. Et puis que toute l'équipe aussi a joué serré, un peu plus... Même si j'ai eu un petit peu. Voilà, j'ai eu quand même un breakaway à un moment donné, 1 contre 0, mais l'équipe a vraiment joué aussi plus serré. Et puis moi, derrière, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Et puis après, c'est incroyable. J'imagine. Jeune comme ça, c'est vraiment un souvenir assez exceptionnel. Et puis ça s'est bien passé. Puis après, le 3e tiers, j'étais même plus stressé. T'étais dans le match. Enfin, t'es dans le match. Puis après, comme on disait, t'étais dans le match. Il y avait 15 000 personnes, mais... au final, il y en avait 15 000, mais il y en aurait eu 10, c'était la même chose parce que je suis dans mon truc et je voyais plus ce qu'il y avait autour. Ça, c'est un enseignement précieux. Tu as parlé de routine aussi. Ouais. En préparation mentale, on travaille souvent les routines avec les athlètes. Hein. On le voit, que ce soit les skieurs, que ce soit les escrimeurs, peu importe. On est souvent sur la routine de préparation. Tu as des petits secrets que tu peux nous dévoiler ou des petits éléments que toi, tu faisais? Moi... Sans savoir que c'était de la préparation mentale. Non, mais après, moi, c'est vrai que je me préparais... c'était vraiment l'échauffement, c'était vraiment essayer de... J'étais pas quelqu'un qui... Et ça, je pense que j'aurais modifié, tu vois. Mais dans les échauffements, j'étais pas très actif. Okay. Je me préparais beaucoup mentalement. Okay. Mais je pense que si je devais revenir, j'aurais plus fait de physique pour m'échauffer un peu plus aussi. Même si après l'avant-match, l'activation, même si l'échauffement d'avant-match sur la glace, j'essayais de monter un peu en température, mais je pense que j'aurais plus poussé de ce côté-là. Après, c'était vraiment, vraiment préparé dans la tête ce que j'avais à faire. J'essayais de visualiser un peu mes arrêts. Je me souviens, on m'avait dit à l'époque, parce que maintenant c'était il y a 20 ans, hein. Ça me fait mal quand je repense à ça, surtout au début. Mais de visualiser un petit peu les situations de match, visualiser mes mouvements et puis ce genre de choses. Et puis après, c'était vraiment de la concentration et puis de me mettre dans l'état et dans cet état où au final, justement, peu importe le nombre le nombre de spectateurs ou ce qu'il y a autour, les enjeux. Dans le fond, si tu es dans ton truc, ça ne change rien. Mais ça, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Et qu'il y a des moments dans ma carrière où je pense que je n'ai vraiment pas été bon là-dedans. Okay. Et que quand je n'ai pas été bon, je n'ai pas réussi à trouver les clés. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû avoir quelqu'un pour trouver ces clés. Parce que, quelque part, j'ai été capable de le faire. Mais quand les choses ont déraillé pour certaines choses, parce que tout d'un coup, tu joues un peu moins bien. Et puis, il y a un contexte, plein de choses. Et c'est là où je pense que j'aurais pu m'aider à sortir mieux de ça et que sur le moment, je n'ai pas réussi à faire. Intéressant. Donc, c'est toujours intéressant de le rappeler, de ne pas hésiter à s'entourer, en tout cas à appeler de l'aide ou même pas besoin d'attendre d'avoir besoin d'aide pour s'entourer, au moins pour préparer ces conditions de match. Typiquement, tu as parlé de la routine, tu as parlé de l'activation physique. Je pense que ça doit être un bon mélange entre les deux. Moi, je le vois avec les athlètes que j'accompagne. J'essaie toujours de caler avec eux dans leur routine. Bien évidemment, l'activation physique, c'est de leur ressort, c'est de leur responsabilité, c'est pas mon travail. Je sais qu'ils vont le faire normalement. Mais après, on essaie toujours de caler une activation aussi mentale et de trouver un bon mélange et le bon timing pour que l'athlète soit prêt à performer au bon moment. Et c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, c'est capital. Et puis, il n'y a pas une manière de faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment
Nous, on est là pour apporter des clés dans ce qu'on fait, apporter des nouvelles choses. Puis après, il faut voir l'athlète, qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de ça, un peu plus de ça. D'autres, ce sera un peu moins, mais ce sera plus de ça. Donc, il faut essayer. Ouais. Il faut essayer des choses, il faut voir. Moi, je pense que le plus gros défaut, c'est de dire non, mais ça, c'est pas pour moi. On l'entend. Hein. Non, mais ça, voilà, ça, j'ai pas besoin et tout. Moi, je pense qu'il faut y aller, il faut voir. Puis après, si tu vois vraiment que ça te correspond pas, à ce moment-là, oui. Mais il faut aller tester des choses parce qu'aujourd'hui, ça se développe dans plein de domaines et il n'y a pas de juste ou faux. Il y a juste ce qui te correspond à toi. Ouais. Et même moi, dans ce que je fais dans cette préparation, il y a des athlètes qui, comme pour toi, ils sont plus sensibles que d'autres. Sûr, et après, c'est à chacun. Maintenant, il faut aller saisir les opportunités de s'améliorer. Il ne faut pas avoir peur d'être curieux parce que justement, à mon avis, c'est plus une faiblesse de se dire non, mais moi, c'est bon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Ouais. Excellent message que tu passes là. Moi, je parle toujours avec les athlètes. Je leur dis toujours est-ce que c'est bien ou pas bien pour toi. Je leur dis toujours est-ce que c'est utile ou pas utile pour toi. Et c'est vrai qu'en préparation mentale, on a toute une série d'outils qu'on peut utiliser. Des fois, on doit tâtonner un petit peu pour savoir lequel va correspondre à l'athlète en question, mais on est sur du travail d'individualisation. Ce n'est même pas du travail individuel, c'est plus que ça, on est sur l'individualisation et toujours de savoir si c'est utile ou pas utile pour l'athlète. Et je pense que tu as bien résumé. Mais on l'a vu dans tous les... on le voit vraiment maintenant parce qu'on parle d'individualisation. Et puis c'est vrai que moi, je me souviens, la prépa physique, il y a 20 ans, tout le monde a le même alors déjà au tout début, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tout le temps des préparateurs physiques. Déjà, c'était le coach qui te faisait faire un petit peu. Puis ensuite, il y a eu le préparateur physique, mais tout le monde faisait la même chose. Puis on le voit bien, plus on avance, plus maintenant c'est individualisé. Et puis chacun a son programme. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça doit être. Et du coup, maintenant, il y a des clés dans tous les domaines et il faut essayer parce que plus on va avancer, plus c'est vraiment le besoin de l'athlète. Et même dans les sports, dans les sports collectifs, au final, il y a toujours un fil rouge, une trame. On sait qu'on a besoin de faire du physique, mais toi, tu auras besoin de faire plutôt ça dans le physique et puis lui, plutôt ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Et puis, il faut, comme je dis, il faut aller tester des choses. Tu me fais la transition, en fait. Oui. Donc, tu finis ta carrière de gardien de hockey. Comment ça se passe, la transition ? Comment Holy Square germe dans ton esprit ou dans vos esprits avec tes associés ? Explique-nous un petit peu le cheminement que tu as fait. Alors, j'ai fait deux choses parce que j'ai fait plusieurs choses. J'ai eu plusieurs vies. Mais en parallèle, non, mais c'est quand je jouais encore, j'avais commencé à donner des cours privés. Je m'intéressais au coaching aussi parce que ça m'a énormément aidé dans ce que je fais aujourd'hui. Dans le monde du hockey, dans le coaching, mais dans le monde du hockey. Ouais. Parce que j'ai l'opportunité via les rencontres que j'ai fait. Exactement, bien le réseau. De commencer à donner des cours puis à entraîner. Puis c'est quelque chose qui me plaisait et en parallèle aussi du hockey, donc c'est un peu les deux. Je faisais le hockey, mais les après-midi, je commençais à donner des cours et j'ai commencé en bas avec les plus petits. Ouais. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que rapidement j'ai pu monter. Donc j'ai commencé avec des petits, après des ados, et puis rapidement j'ai pu toucher au niveau professionnel. Okay. Et c'est vrai que alors ça je suis obligé de raconter quand même parce que l'anecdote elle est quand même très très drôle. C'est que aujourd'hui, dans Holy Square, un de mes associés, c'est Christophe Baluet. Et puis moi, pour expliquer, quand j'étais petit, on a 10 ans d'écart. Ouais. Et quand j'étais petit, je faisais des camps à l'Aisin l'été. Et lui, il était là. Et donc, moi, j'avais 10 ans. Lui, il avait 20 ans. C'était l'idole, quoi. En gros, voilà. Ouais. C'était l'idole. Moi, j'adorais. C'était vraiment mon idole. Et puis, c'était le Français qui débarquait. Il est arrivé en Suisse. Puis, il était... je sais plus où il a joué. Après, il y a eu Lugano. Enfin, je sais. Mais il a fait le titre avec Lugano. Puis moi, j'étais là, waouh, incroyable et tout. Et puis, j'avais vraiment beaucoup d'admiration. Et puis, c'est vrai que quand j'étais petit, quand il m'entraînait, je m'entendais bien avec lui. Il y avait tout de suite une bonne relation. Ouais. Voilà. Puis après, ce qui est drôle, c'est que lui, il est parti... donc, moi, j'ai toujours suivi un petit peu. Puis ensuite, il est parti aux États-Unis. Ouais. Il a réussi à percer en NHL. Et moi, j'ai toujours suivi. J'ai pas eu beaucoup d'admiration pour des joueurs. Il y en a quelques-uns. Il y avait quelques gardiens et puis quelques joueurs de champ aussi. Ouais. Mais lui, je regardais toujours un petit peu ce qu'il faisait parce que moi, je suis à moitié français aussi. Donc, je suivais parce que c'était le premier français. Ou peut-être pas le premier. Il y avait Boson d'abord, mais c'est deuxième. Mais pour dire, il était là-bas. Donc, du coup, moi, j'ai un peu suivi. Puis ensuite, quand il est retourné en Suisse, l'année de la promotion, en fait, on s'est retrouvés les deux à jouer ensemble à Lausanne.
Il y avait aussi, les deux, on était 3. Il y avait Christophe Bayss aussi qui était là, mais lui était prêté à Sierre. Donc l'année de la promotion en 2013, moi je me retrouve à Lausanne. Et puis, moi, j'avais fait ma carrière en Suisse, mais pas du tout au même niveau. Puis, Christo, il était aux États-Unis en NHL, il est revenu, il est passé un peu par Fribourg, puis ensuite, il est pris à Lausanne. Ouais. Puis là, le destin fait que moi, je me retrouve avec lui. Puis c'est vrai que c'était assez incroyable parce que moi, je l'avais pas revu, hein, j'avais jamais recôtoyé de là. Enfin, il se souvenait un peu qui j'étais là, mais je veux dire, il y avait aucun lien, tu vois. Et du coup, moi, deux carrières complètement opposées. Et moi, quand j'étais petit, je le voyais avec des yeux comme ça. Puis tout d'un coup, on se retrouve dans la même équipe. Ouais. Et c'est vrai que c'était assez drôle parce que les premiers entraînements, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je fous là en face de lui là, tu sais, ça. Parce qu'en plus, il avait l'aura là vraiment. Il rentrait de la NHL, il y avait une Coupe Stanley, tout. Ouais. Enfin bref, c'était assez incroyable. Et puis, on a joué ensemble, voilà. Puis moi, ensuite, je suis parti dans le coaching, j'ai arrêté. Et quasiment 2 ans après, parce que j'avais fait vraiment le coaching pendant que je jouais, puis ensuite j'ai arrêté, j'ai fait plus que ça. Et puis après, 2 ans après, Lausanne, ils ont besoin d'un coach gardien pour la première équipe. Et puis, voilà, moi j'avais continué à bosser avec des jeunes, des pros. Coach gardien, voilà. Et puis c'est aussi grâce à toute l'expérience que j'ai eue, c'est grâce à Sébastien Beaulieu, qui est entraîneur des gardiens de qui était l'entraîneur des gardiens de Genève, maintenant qui a arrêté. Mais tout ce que j'ai pu prendre aussi, c'est le travail que j'ai fait avec lui. Et puis j'ai pu monter très vite là-dedans. Et du coup, je me suis retrouvé en fait à être l'entraîneur de Christophe Ballier. Voilà. Donc ça, c'est assez incroyable parce que pendant les 2 dernières années de sa carrière, c'était moi qui étais son entraîneur gardien. Et ce qui était bien, c'est que c'est vrai, on peut se dire ouais, mais qu'est-ce que tu vas lui apporter parce que bien sûr, il vient t'as vu sa carrière, t'as vu la tienne. Mais en fait, on s'entendait bien et puis il y a du respect l'un dans l'autre. Puis lui, il avait confiance en moi, moi j'ai confiance en lui. Mais du coup, il y avait cette relation-là et on a la même vision. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'après cette période-là, maintenant aujourd'hui, on travaille ensemble. Oui, bien sûr, on est associés dans la même boîte, donc il y a vraiment toute une histoire là-dedans. Et c'est vrai qu'on avait la même vision. Et du coup, quand je lui disais quelque chose, il n'était pas là. Ouais, mais il va me dire quoi lui ? Pour qui, Non, au contraire, justement. Et c'est ça qui a fait que ça a vraiment bien fonctionné et que j'ai pris énormément de plaisir. Et du coup, l'histoire, elle est drôle parce que je suis passé de... moi je suis jeune, l'admiration, à jouer avec lui ensemble dans la même équipe, à être son entraîneur et maintenant à être associé dans la société. Ouais. Et voilà, donc moi c'est vrai que c'est drôle parce que je crois pas spécialement au hasard. Je pense que les choses elles n'arrivent pas justement par hasard. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est une petite anecdote qui restera. C'est sympa comme anecdote. Ouais, c'est sympa. Et du coup alors, tu as eu la chance de le côtoyer, vous êtes côtoyés et puis en fait vous avez décidé après de lancer Holy Square. Comment ça s'est passé ce lancement d'Holy Square finalement ? Alors, c'est bien aussi des rencontres. C'est que quand, à la fin de ma carrière et quand j'ai commencé le coaching, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui s'intéressaient aussi à ce milieu de l'entraînement visuel. Au début, on va dire comme ça, puisqu'on est sous cognitif, visuel. Mais c'est parce que tu étais gardien qui avait cet aspect visuel, réflexe, cognitif Alors, qui était c'était parce présent. que j'étais gardien. Tu as creusé un peu ça ou... C'est parce que je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait autour aussi. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à voir que, mais en fait, on peut entraîner les yeux. C'était ça au début. Okay. C'était pas, je ne parle pas de cognitif, c'était entraîner ses yeux. Et je me suis dit, tiens, mais on s'entraîne physiquement, mentalement, techniquement. Ouais. Puis pour les yeux, mais en fait, on n'entraîne pas, ou très peu. Oui, bien sûr. Et quand j'ai vu qu'il y avait, grâce aussi aux technologies, aux programmes qui étaient sortis, on pouvait commencer à travailler là-dessus. Et c'est là où je me suis tout de suite dit, mais là, il y a quelque chose à faire là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a tous les autres maillons, puis ça, c'est un des maillons manquants. Alors, il y en a d'autres encore. Avec le gardien de but, on va dire, il y a quand même un lien qui est assez. Il y a quand même un lien. La prise d'information et la réactivité, c'est capital. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite quand on parle. Je vais prendre 3 exemples, je vais me mettre dedans aussi, parce que c'est vrai que c'est assez. Mais si on prend, quand je parle avec Christo, quand je parle, là, je m'occupe aussi avec Kevin Pache à Lausanne. Et puis, je vais le citer parce que Benjamin Comte, qui est aussi un ami, et puis si je les prends les 3, c'est différent, c'est des profils différents. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la capacité au moment où le puck il part, en fait, l'athlète, il sait déjà où ça va aller. Okay. Ouais. Et ça s'entraîne. Et ça s'entraîne. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. C'est-à-dire que c'était incroyable parce que si je reprends Kevin, parce que là, maintenant, cette année, il fait une année assez incroyable. Très belle saison, Ouais, c'est assez incroyable parce que là, même le nombre il a 9 blanchissages. Ouais. Mais au-delà de ça, la manière dont il joue, la confiance qu'il a. Mais tu vois qu'il y a un truc en plus parce qu'il n'est pas très grand. Alors oui, il bouge vite, mais il a une lecture sur le départ du puck qui est
incroyables. Au-dessus. Et Benjamin Comte, c'était la même chose. Moi, je me souviens, parce que c'est ceux que j'ai côtoyés aussi. Hein. Ouais, ouais. Faut pas croire- il y en a sûrement d'autres aussi. Clairement. J'ai pas tout regardé, mais c'était vraiment exceptionnel. Et Benjamin, je l'avais vu aussi quand il était jeune et je l'avais entraîné. Et tu donnais des cours privés, il fallait tirer, il fallait marquer. Et tu Et voyais c'était que- tellement dur de marquer. Il y en a, tu arrives à les battre et tu te dis, ils sont bons, mais ils vont compenser parce qu'ils bougent vite, sont grands et tout ils ça. sont grands. Eux, tu te dis, il est là, tu tires et tu te dis, waouh, ça va être compliqué de marquer. Ouais. Et t'as beau feinter. Et là, tu te dis, il y a un truc en plus. Ouais. Et Christo, c'était ça aussi. Et ça, ils sont conscients, ils en étaient conscients de ce super pouvoir en quelque sorte. C'est une bonne question. Bonne question. Franchement, On va leur je poser. pense que faudrait leur poser la question. Ouais. Je pense que oui, quand même. Parce que ça peut Enfin, donner confiance. C'est là, dur quand parce que même. tu vois, Christo, je me souviens, je lui avais posé la question. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça là, dans cette situation? Parce qu'on faisait des entraînements l'été, quand j'étais encore son entraîneur. Puis je dis, mais comment ça se fait que tu as fait tel mouvement là? Ouais. Bah, je sais pas. Ouais, c'est instinctif hein, à un moment donné. Ouais. C'est sorti comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis à quelque part, c'est quelque chose, c'est inné. Ouais, ça peut c'est être du inné, talent, tu mais bon, vois. ça peut s'identifier. Mais ça peut se quoi. travailler, Ouais, justement. clairement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, je pense que eux, ils l'ont un peu naturellement, Ouais. mais c'est quelque chose qui se travaille et que tu peux améliorer. C'est pour ça que nous, dans cet entraînement visuel, le but, c'est d'aller chercher ce même feeling que eux peuvent avoir potentiellement naturellement. Bah, justement, on va en parler. Bon, donc, toi, tu as vu aussi ces capacités exceptionnelles de ces gardiens. Donc, tu Ouais. t'es aussi dit, ben, finalement, on n'entraîne pas les yeux. Donc, il y a Ouais. quelque chose à faire là-dedans. C'est comme ça que tout est arrivé Alors, ou... c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et puis après, bah voilà, j'ai collaboré avec des personnes qui étaient spécialistes de la vision pour comprendre aussi comment les yeux fonctionnaient. Bien sûr. Parce que c'est pas, il y a pas, voilà, c'est comme pour tout, il faut comprendre un petit peu le mécanisme. Et puis ensuite de ça, bah voilà, je me suis dit, ben moi, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et puis on a monté une première société où on a travaillé justement que sur le principe de la vision. OK. Et puis on a commencé à travailler avec des athlètes de tous les domaines. C'est-à-dire qu'au final, on travaille sur les capacités visuelles, à être capable, dans le fond, de voir plus de choses plus rapidement et de les traiter plus vite. Voilà, la prise d'information. Ouais. Et aussi, surtout, l'aspect de la concentration, c'est-à-dire être capable d'être concentré plus longtemps, de maintenir ce niveau d'attention plus longtemps. Ouais. Que ce soit sous stress ou sous fatigue, parce que les deux sont liés, hein, le physique, la tête, tout est lié. Et puis, si tu commences à fatiguer mentalement et que tu es bien physiquement, ça va pas fonctionner et inversement. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout entraîner. Et voilà, petit à petit, on a avancé là-dessus. Et puis, en fait, tous les résultats qu'on a eus, ça s'est fait de manière empirique. C'est-à-dire que on a commencé à travailler là. Alors, c'est un petit peu compliqué d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, mais c'est des exercices pour travailler, en tout cas, tout ce qui est concentration, mémoire, attention, réactivité, prise d'information. Oui, bien sûr. Et juste, on s'est rendu compte, le ressenti des athlètes. Après, il y a un des joueurs de hockey qui nous a dit j'ai l'impression maintenant que j'ai plus de temps quand je suis sur la glace. Donc, on parle d'un pro qui joue en Liga et qui nous dit mais maintenant, j'ai l'impression que j'ai plus de temps. Mais en fait, il n'a pas plus de temps. Hein. C'est juste que il s'est habitué à aller plus vite, à traiter les informations. Et si sa prise d'information est plus rapide et que le cerveau le traite plus vite, le ressenti, c'est qu'il a plus de temps. Et c'est il peut ça, faire le bon choix. Exactement, et il peut faire les bons choix. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est dit, mais là, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et pareil, j'ai aussi juste travaillé avec un skieur, et il disait, entre les portes, en slalom, entre les portes, ça va vite. Les portes en slalom, il y a très peu de temps. Et puis, en habituant, pareil, le cerveau à aller un peu plus vite, à prendre ses infos plus vite, il sentait qu'il avait un peu plus de temps. Et du coup, ce que ça a modifié, parce que j'en ai reparlé avec lui récemment, c'est que au lieu d'être pris souvent en arrière, parce que quand tu es pris en arrière en ski, c'est que ça va trop vite, puis du coup, tu subis les informations. Et quand si tu arrives à rester plus devant, tu es plus dans l'anticipation. Et je pense que la clé, elle est souvent là, c'est que soit tu subis dans ton sport, soit tu es dans l'anticipation. Et ça, c'est rajouter une corde à ton arc. Ça fait pas tout, c'est bien ce que je dis, parce qu'il faut être prêt physiquement, il faut être prêt techniquement, il faut être prêt mentalement. Mais c'est rajouter une corde à ton arc pour le jour de la compétition, pouvoir performer du mieux. Excellent. On voit qu'on rajoute, comme tu dis, une corde à son arc. Au début, c'est compliqué. Comment tu perces un peu le marché? Comment tu pénètres un petit peu le marché? Parce que voilà, c'est un peu novateur. Et il faut quand même aller convaincre les athlètes. Et puis après, il faut être sûr qu'il y a du résultat derrière. Enfin, il y a tout ce travail-là. Alors, je pense que c'est pas évident. Comment tu as démarré? C'est long. C'est un travail de... Non, mais justement, c'est vrai que c'est long parce que c'est comme pour tout ce qui est nouveau. Moi, ça fait maintenant 8 ans que je travaille là-dedans. Et alors là, très sincèrement, on voit maintenant que dans l'entraînement cognitif, ça commence de plus en plus. Exact. Les sportifs, les athlètes... alors,
C'est sur des choses plus ou moins basiques pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va chercher des lumières, de la réactivité, mais c'est l'introduction à ça. Donc c'est juste, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se développe. Mais moi, il y a 8 ans en arrière, il n'y avait rien là-dedans encore. J'imagine bien. Ou très peu, on va dire. Je dirais pas rien, mais je dirais très peu. Et puis même les préparateurs physiques et tout étaient quand même beaucoup moins sensibles à ça. Et même les athlètes, genre. Même les entraîneurs, les athlètes, voilà. Bien sûr. Donc c'était vraiment, honnêtement, les premiers athlètes qu'on a eus, c'était l'athlète, il vient puis il se dit, ah mais tiens, il y a quelque chose qui peut m'améliorer, qui a un plus, et je vais quand même aller tester. Alors il y en a qui sont curieux, voilà, exactement, et c'est pour ça que j'en reviens à cette curiosité, ouais. c'est qu'il y en a, mais c'est quoi ton truc, là tu vas suivre des brèches, taper, je vois pas l'intérêt, et il n'y a pas de problème, maintenant on se rend compte de l'intérêt, mais au début c'était ça, et c'était plus la curiosité, et l'athlète qui se dit, non mais moi je pense que ça peut m'aider à devenir meilleur, et du coup je vais aller voir, et c'est comme ça, on a commencé à travailler, puis après c'est un petit peu le bouche à oreille, et ensuite il y a aussi un autre volet qui a fait accélérer, c'est que nous dans ce qu'on fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à accélérer la récupération sur les commotions cérébrales. Et en fait, voilà, exactement. Parce qu'en fait, en gros, on nous a dit, mais tiens, mais ce que vous faites, c'est intéressant, vous travaillez sur le cerveau, parce qu'au final, tu fais travailler les yeux, mais tu fais travailler le cerveau. Et du coup, quand tu as une commotion cérébrale, c'est le cerveau qui est pas bien. On rentrera dans les détails un peu si tu veux ou pas, mais sans aller trop. Mais en gros, le cerveau est pas bien, tu as mal à la tête, tu as des symptômes. Et puis dans le fond, nous, à travers les yeux, on fait travailler le cerveau. Et du coup, on nous a dit peut-être que ça pourrait aider à... On ne sait pas. Mais je veux dire, à quelque part, on ne savait pas du tout. C'est-à-dire que les résultats qu'on a aujourd'hui, on est parti avec une personne, puis on dit, on va essayer on va ce qu'on tester, fait, on va t'entraîner. ce type d'entraînement, est-ce que ça peut avoir un impact ? Mais au début, tu ne sais pas. Et puis on regarde, puis en fonction du ressenti de la personne, tu te dis, ah ouais, c'était bien, pas bien. Ah ouais, c'était là, tu as senti du bien, là moins bien, on va essayer d'ajuster tout. Puis c'est comme ça, en fait, qu'on est parti, puis qu'on s'est rendu compte petit à petit qu'on arrivait à justement à aider et à diminuer des symptômes et à accélérer cette récupération. Et puis ça a fait aussi que ça a permis d'accélérer parce que maintenant j'ai la chance de pouvoir collaborer avec le CHUV là-dessus. Et notamment le service de neuroréhabilitation pour les personnes qui ont eu des traumatismes crâniens avec des symptômes post-commotionnels qui traînent à et c'est la médecine qui vient vers vous finalement directement parce qu'il y a effectivement ce lien entre la commotion et le cerveau et ce que vous faites comme travail. Et c'est intéressant de voir que ça ouvre aussi des portes. Et dans le fond, pour comprendre, c'est la même chose. C'est-à-dire que cet entraînement cognitif du cerveau, des yeux, dans le fond, c'est comme l'entraînement physique, mais juste pour la tête, en fait. C'est que, au final, nous, on va soit améliorer les performances pour un athlète, soit quand tu as eu un traumatisme, c'est comme si tu devais réapprendre à marcher, tu repars à zéro. On va juste te réapprendre à traiter des informations, à te reformater un peu. Voilà, parce que si on va sur la commotion rapidement, il y a des troubles de la concentration, de la mémoire, il y a des symptômes, des maux de tête, des vertiges. Et on s'est rendu compte qu'en réhabituant le cerveau, en réentraînant le cerveau, on arrivait... Et j'en reviens, c'est comme quand tu as une blessure, tu te fais mal au coude, tu vas aller chez le physio, puis il va te faire des exercices pour réapprendre ton muscle à bouger, ton ligament, ce genre de choses. Là, c'est la même chose, mais pour la tête. Et puis, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. C'est comme ça qu'après, les médecins ont entendu parler de nous. Et moi, maintenant, j'ai la chance là-dessus de collaborer. Donc, comme j'ai dit, avec le CHUV, et je vais le citer avec notamment Jean-Michel Pignat, qui est neurologue au CHUV, avec qui je m'entends très bien. Et puis, la prise en charge qu'on a mis en place fonctionne bien. Et là, on continue à développer ça. Et là, on voit qu'on part du sport et on va vers le blessé, vers le médical. Et parfois, c'est l'inverse qui arrive. On va chercher des techniques médicales ou autres dans le sport. Et c'est intéressant de voir que ça peut aussi se faire dans l'autre sens. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et le lien, il est vraiment là. C'est juste que tu pars pas... T'adaptes ton langage. Exact. Alors oui, t'adaptes ton langage. Tu pars pas au même niveau, mais la finalité est la même. Et c'est comme ce que je dis, c'est comme de l'entraînement physique. C'est exactement la même chose, mais juste pour la tête. Alors, on peut dire le cerveau est on peut pas dire que le cerveau est un muscle, mais on l'entend souvent. Mais on l'entend souvent parce qu'au final, c'est ça. On peut l'entraîner. Il peut être plus fort en fait. Et c'est ça l'objectif. C'est à travers ses yeux, c'est d'entraîner le cerveau à être plus fort, plus endurant, plus rapide, plus précis. Et que ce soit dans la vie de tous les jours, parce que dans le fond. Constamment, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au travail, au travail, tu vas faire des réunions, il faut rester concentré, les gens ils parlent, tu vois tout de suite, et tout d'un coup tu te dis mais moi j'arrive pas, je décroche là, je suis la réunion, puis tout d'un coup ça tu peux apprendre à essayer de rester plus longtemps concentré. Donc on le sait aujourd'hui, le sport c'est bon pour la santé et entraîner son cerveau c'est aussi bon pour la santé. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de domaines qui s'ouvrent à vous. Exactement. Vous avez pu utiliser le sport finalement comme un use case, comme un cas d'usage pour démontrer que. La seule chose, c'est je dirais qu'il faut quand même faire attention parce qu'il faut dans les deux cas, il faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que comme dans le sport ou comme dans la prépa mentale, il y a quand même c'est pas
ah bah oui, tiens, je fais ça. Ouais. Il faut quand même avoir il faut quand même avoir du recul, parce que nous, ça nous a pris longtemps, donc il faut avoir quand même du recul. On a quand même pu tester des choses, puis là, on s'est dit, ouais, en fait, ça sert à rien. Ouais, bien sûr, Et ça aide plus. Donc, il faut quand même savoir ce que tu fais. C'est pas juste tu prends un outil et puis tiens, voilà, oui, hop, ça t'appliques et fonctionne. puis ça fonctionne. Voilà, Puis, ça, on l'a c'est- dit avant, il y a aussi des gens qui vont réagir d'une manière différente par rapport aux autres. C'est cette individualisation qui rentre en ligne de compte. Et Ouais. je pense Et qu'après, vous arrivez à cadrer peut-être des protocoles, mais C'est ça. ça doit être Il y a des malléable. protocoles, il y a toujours, c'est qu'il y a le fil rouge et après, en Ouais. fonction, on va trouver. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai des athlètes qui me suivent depuis maintenant plusieurs années et qui sont très sensibles à ce que je fais, qui comprennent bien ce que je fais. Et moi, ça m'aide Toi, tu as énormément besoin de pour les travailler. convaincre finalement. Bah ils voilà, sont c'est là ça. et Puis ça m'aide parce que je vais tout de suite dire, voilà, quand on veut tester quelque chose, t'es ouvert. lui, il va tout, ouais, puis Ouais. il va tout de suite me dire aussi. Alors, il va me dire pour lui, mais ça me donne quand même un feedback. S'il me dit non, Clairement, mais écoute, là, franchement, Ça je m'amène vois pas rien. l'intérêt, Ouais. quoi. Tu vois, c'est peut-être beau en vidéo sur Instagram pour faire de la publicité, mais concrètement, il va me dire, ouais, non, je vois pas l'intérêt. Donc Clair. là, je me dis, ok, c'est pas ça que je cherche. Moi, ce que je veux, c'est que l'athlète, même si c'est moins beau visuellement, le but, c'est qu'il me dise, ouais, là, je sens le Progresse, truc. Tu que vois. ce soit- Et soit c'est plus pour ça performant. que la chance que j'ai dans ce que je fais, c'est que j'ai pu côtoyer. Enfin, je peux côtoyer des athlètes dans tous les domaines. Ouais, c'était une question que j'avais comme- d'ailleurs Ouais, bah, pour toi, pour faire le parallèle alors, avec pose la, ta question, la oui. préparation mentale. C'était voilà, tu as des athlètes qui te suivent. Pour la personne qui n'est pas avertie sur ce que tu fais, on n'est pas juste en train de travailler, tu as parlé de concentration, on n'est pas juste en train de travailler les réflexes. Donc, on n'est pas juste sur des sports qui ont un lien avec les réflexes, mais on va travailler sur énormément de sports. Tu as parlé aussi de concentration. Peut-être que tu peux nous donner un peu le profil d'athlète que tu as et un petit peu les types de disciplines. Et moi, je te ferai le parallèle avec la prépa mentale, finalement. Bah, j'ai vraiment tous les profils. Il y a vraiment de tout. Et puis tous les sports, c'est-à-dire que ce soit dans les sports collectifs, que ce soit le foot, le hockey, le basket. Ouais, ou tout, on a travaillé aussi dans le volley. Enfin voilà, plein de sports. Et après, tous les autres, les sports individuels, que ce soit le tennis, le ski, les sports de combat. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que moi, je me nourris en fait de ça. Il y a mon expérience. Il y a mon expérience, moi, en tant qu'athlète que Ouais. j'ai eue. Bien sûr. Il y a l'expérience que j'ai eue comme coach, Bien sûr. qui m'a énormément aidé parce que j'ai eu la chance de côtoyer des coachs alors, dans le monde du hockey. Hein, bien sûr. mais j'ai côtoyé et j'ai beaucoup appris là-dedans parce que j'ai eu la chance très vite de pouvoir coacher des professionnels. Ouais. Mais je suis aussi passé par la base. Je suis pas monté de là à là. J'ai vraiment travaillé avec tout. Et ça m'a Ouais, énormément ça aidé t'aide, aussi ça. dans ce que je fais, aussi Ouais. dans ma prise en charge aujourd'hui. Donc, il y a tout ça. Et c'est vrai, j'ai aussi la chance de pouvoir travailler avec la police, les groupes d'intervention de la police. Ouais. Et ça aussi, c'est un autre domaine. Ouais. Mais c'est, au final, ce Il y a qui une est approche un hyper peu similaire, intéressant, mais- voilà, c'est ouais. que tu as plein de sports différents, de domaines différents, Clair. collectifs, individuels, la police. Le contact, au le contact, final, ouais. Au final, tu te retrouves toujours quasiment dans le, On a même. dans le même fil, dans la ouais. même boîte, je veux dire, au départ. Et après, tu vas individualiser, mais il n'y a pas de... Tu réinventes pas, c'est toujours, tu reviens à une base commune, entre guillemets. Voilà. On peut dire ça. C'est un peu le parallèle avec la préparation mentale, C'est finalement. exactement la même chose. Où tu peux travailler avec différentes populations, Ouais. mais tu as une base d'outils solide que tu as et que tu vas utiliser en fonction de l'individu. Et comme tu dis, tu reviens un petit peu à cette base-là, puis après, tu ajustes en fonction des besoins, Ouais. des Et besoins de ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu te sers des protocoles que tu mets en place, des exercices que tu trouves avec les sportifs de haut niveau pour... ça peut être monsieur tout le monde ou pour sur la réhabilitation des commotions. Oui. Mais à contrario, j'ai trouvé des choses, où on a vu des choses sur les commotions Commotionnées. cérébrales qui m'ont aidé sur les sportifs de haut niveau. Ouais. Et ça, c'est génial en fait, parce Bien que sûr, ouais. on pourrait se dire que c'est deux populations, je peux pas dire deux populations, mais c'est deux cas Ouais, bien complètement sûr, ouais. distincts en disant Ouais. le sport de haut niveau, le traumatisme crânien, où il y en a un, ça va super vite, l'autre, Mais tu c'est peux- beaucoup plus... Mais Ça au se nourrit, final, quoi. ça se nourrit, ça communique et tu apprends des clés de l'un et l'autre. Parce que les gens qui m'ont raconté, malheureusement, je vois des personnes, ça fait plusieurs années, qui ont ces symptômes de commotion. C'est ça qu'il faut Post-commotion, comprendre, ouais. c'est que moi, j'essaie de faire beaucoup, et avec le CHUV, on essaie de faire beaucoup de prévention sur les Oui. commotions, parce que c'est un fléau, peut-être le mot est un peu fort, mais pas Non, tant non, que mais ça suivant les sports. Exactement. Et, ouais. Non, et non, il c'est faut vraiment important faire d'en parler, attention hein, parce je veux dire. que je le vois bien. En plus, là, j'ai la chance de collaborer avec pas mal d'athlètes qui font des sports de combat. Oui. Et c'est vrai qu'ils m'ont sorti le mot « on a un capital santé Ouais. ». Et ce Intéressant mot-là, comme c'est vrai que je terme, ne l'avais pas entendu Bien sûr, dans ouais. les autres sports. On ne parle pas beaucoup de capital Ouais, bien santé. sûr, Mais là, ouais. on m'a dit, tu as un capital santé. Et dans les sports de combat, il prend tout son sens parce que Oui, si t'as tu le- prends un KO, t'as- si tu t'as prends... la Voilà, barre, voilà, capital t'as santé ce que qui tu es diminue, capable ouais. de faire. Tu te dis, j'ai 15 ans de carrière, mais si tu entaches trop ton capital santé, il y a un moment donné, tu vas plus pouvoir. Ouais, clairement. Et il faut prendre soin de son corps. Et là,
c'est pour ça que je dis, moi, je parle de la tête. Là, en l'occurrence, on parle de commotion. Ou Oui, bien sûr. avant de continuer, si tu as une commotion, assure-toi qu'elle soit bien traitée, bien guérie avant de reprendre. Parce que le danger, il est justement là. Il y a beaucoup de commotions et ce qui est triste, c'est quand je parle avec les jeunes, si je prends dans le monde du hockey, il y en a énormément. Déjà très jeune. Hein. Et alors déjà très jeune. Moi, j'avais demandé dans une équipe U20, là, donc ils ont tous entre 18 et 19 ans, ou peut-être 20 ans, mais j'avais demandé combien de commotionnés sur environ, il y a quoi, 22, 23 joueurs, il y en a 14, 15 qui ont levé la main. Énorme. À moins de 20 ans. À moins de 20 ans, donc, exactement. C'est énorme. Et il y en a plusieurs. On était déjà à 3-4. Il y en a quelques-uns. Donc, c'est ça la réalité. Donc, il faut traiter. Et là, je parle de toutes les blessures. Là, on parle de la tête. Mais moi, quand j'entends un me dire « Ah, je me suis fait mal », je dis « Maintenant, tu prends vraiment le temps de te soigner. » Tu auras plus à gagner si tu soignes comme il faut que si tu reprends trop vite. Puis qu'après, derrière... Il y a les aspects de pression. Il y a énormément d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont faire que l'athlète... il sait aussi, comme tu l'as dit, qu'il a un temps de carrière aussi qui est limité. Donc, il va pas c'est toute la problématique. On l'a vu avec les sports. Si là, je prends les professionnels, il y en a... Ils avaient typiquement... Tu as la pression de... Je vais prendre un exemple un peu cliché, mais tu es en fin de contrat. Tu dois signer un contrat pour l'année prochaine. Il faut que tu joues, il faut que tu te montres. Tu tapes la tête, tu as une commotion. Ah non, déjà, Alors, tu sais que tu as mal à la tête, mais déjà, il y a... Alors, dans 90% du temps... Tu soupçonnes une commotion, voilà, tu sais en tant que en plus, on fait des IRM, mais dans les IRM, on voit souvent rien. Il y a très peu de cas qu'on voit quelque chose, on voit une lésion. Donc, déjà, il n'y a rien. Donc, à part l'athlète qui te dit « j'ai mal à la tête », s'il ne te le dit pas, tu ne peux pas savoir. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'après, il y en a qui te disent « Ah, j'ai mal à la tête » et tout, parce qu'on en a vu. « Ah, j'ai tapé, on sait qu'il y a eu commotion, il n'est pas bien, il revient. » Puis après, il dit « Ah, j'ai mal à la tête, mais là, il faut que je joue, parce que si je ne joue pas, je ne vais pas avoir de contrat. » Donc, du coup, il va penser. Et le risque, il est comme dans toutes les blessures, c'est que si tu n'as pas bien soigner cette première blessure et que tu retapes derrière, là, ça peut devenir grave. Ça peut devenir problématique. Et même très grave. On a des blessures sur les autres parties du corps qui sont dues à une commotion mal soignée. Parce que vu que tu te sens pas bien, parce que tu sais que tu n'es pas bien, il y a des choses que tu fais plus comme avant, et puis du coup, on sait que ça peut avoir un lien. Tout d'un coup, tu te fais les ligaments. Exact. Mais les ligaments, ils viennent parce que tu n'as pas bien traité ta commotion, tu n'es pas bien dans ta tête, et du coup... Tu n'arrives plus à... Exactement, tu joues différemment, et c'est exactement... C'est pour ça que tout est vraiment connecté. Mais ça, c'est important comme message à faire passer parce qu'on a l'impression, j'ai la commotion, j'ai traité, c'est bon, j'ai plus de symptômes, je suis OK, je peux retourner rapidement. Mais s'écouter, prendre le temps de savoir qu'il y a potentiellement un risque de blessure sur une autre partie du corps si on ne revient pas correctement soigné. Mais c'est pas évident dans la commotion. Toi, tu protocoles un petit peu aussi, typiquement avec les athlètes, tu as la chance de les voir, on va dire, sains. Est-ce que tu en as vu qui étaient commotionné ou sous commotion en quelque sorte, et puis tu as pu comparer un petit peu ce qui se faisait en termes d'entraînement pour dire ok, là effectivement on voit qu'il n'a pas récupéré encore toutes ses fonctions. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de tests aussi, que ce soit physique ou dans les clubs physiques ou autres, parce que maintenant moi j'ai la chance avec le LHC, je collabore bien avec eux, et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Et c'est vrai que tu vois quand l'athlète, s'il n'est pas rétabli à 100%, tu le ressens. Moi j'essaie vraiment avec eux de dire, OK, s'ils sentent qu'ils ont une commotion, de dire, écoute, il faut que tu me dises la vérité. Je ne suis pas là pour t'empêcher de rejouer, je suis là pour t'aider à revenir plus vite. En meilleure santé. Parce que tu sais très bien que si, comme tout le monde, si tu as une petite gêne, n'importe où, à la tête ou une autre blessure, tu ne vas pas jouer à 100%, tu ne seras pas comme avant, parce que tu vas mettre un frein à quelque chose. Indirectement, tu vas. Indirectement, tu vas dire, puis je vais. Et moi, le but, c'est de dire, écoute, dis-moi la vérité, si tu sens que tu n'es pas bien sur la glace, dis-le-moi, parce que je ne suis pas là justement pour t'empêcher de revenir, je suis là pour t'aider à revenir mieux et en meilleure santé. Mais pour ça, il faut que tu me dises, parce que le problème de la commotion, on en revient, c'est qu'on voit rien. C'est-à-dire que si la personne ne te dit pas, j'ai ci ou j'ai ça, il n'y a rien qui te laisse. Alors oui, des fois, tu vois, quand il y a quelque chose qui peut pas trop mentir, mais c'est que le seul truc qui voit, c'est les yeux, la fatigue. C'est-à-dire que moi, les personnes que je vois, quand je te fais faire des exercices, tu vois tout de suite, je peux pas voir tes maux de tête, donc je vais leur demander. Mais par contre, tu vas voir le visage qui se passe. Tu vas voir le visage qui va commencer à tirer. Là, tu dis, là, il est cerné. Là, tu sens que là, il a puisé. Et ça, il peut pas mentir. Dans le dur, Voilà. Mais c'est la seule chose. Sinon, il n'y a pas d'autres marqueurs. Donc, c'est important de le dire. C'est ce que moi je disais dans la prévention. Les jeunes, des fois, ils cachent. On leur demande parce qu'ils ont peur aussi, soit parce qu'ils perdent leur place. Ils perdent leur place. L'entraîneur, il n'ose pas dire. Du coup, tu vois le choc à la tête, ça va. Puis le jeune, il va te regarder, puis il va dire, ça va. Alors qu'en fait, et c'est pour ça aussi l'aspect prévention où il faut avoir des protocoles appliqués quand il y a une suspicion. Et les
premiers sur le terrain, c'est les entraîneurs, que ce soit dans tous les sports, parce que l'athlète, des fois, il va pas forcément te dire la vérité. Il y a une suspicion, tu vois qu'il y a quelque chose, ça va, tu sens que c'est un peu bizarre, tu dis ok, stop. Tu prends 2 jours et on regarde. Et puis voilà, le but, c'est qu'il faut parler, que ce soit pour les jeunes ou les pros, que ce soit aux parents, soit à l'entraîneur, mais il faut dire la vérité dans toutes les blessures, parce que meilleur tu vas te soigner. J'en reviens à ton capital santé. Si tu tires dans ces zones et que tu n'es pas bien soigné, tu vas te griller plus vite. Et au final, peut-être que ta carrière va s'écourter plus rapidement et que c'est dommage parce que si tu avais pris ne serait-ce qu'un mois de plus ou 2 mois de plus, tu aurais peut-être gagné 2-3 ans de carrière. Et ça, c'est important à faire passer comme message. Et message. le dernier message, c'est qu'il y a une vie après le sport. Parce que les sportifs sont... et je comprends, parce que j'ai été aussi, tu es vraiment omnubilé par ça. Tu veux performer, tu veux, au haut niveau, peu importe, mais il y a une vie après. Et la vie après, elle est longue encore, justement. Clairement. Et tu vois, il n'y a pas de miracle. Ceux qui ont peut-être des fois mal géré, tu vois que la fin de carrière, elle peut être douloureuse et difficile. Puis la vie d'après aussi, quoi. C'est ça, c'est qu'après, il faut travailler. Puis moi, j'en vois malheureusement, tu vois, il y en a eu des commotions qui n'ont pas bien été soignées. Il y a des symptômes qui traînent. Et ils te disent, des fois, ça va, mais il y a des jours où ça ne va pas. Puis quand je suis au travail, tout d'un coup, je mets la tête, je ne suis pas bien. Tu dois couper, etc. Et voilà, peut-être qu'il y avait... Alors, faut dire aussi que ces gens-là, peut-être, qui ont aujourd'hui plus de 50 ans, il n'y avait pas les mêmes méthodes aussi. Clairement, il y a des choses qui évoluent. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on sait qu'on a il y a des outils qui nous permettent, et je pense que ça va encore évoluer parce qu'on n'est qu'au début sur certaines choses, et que plus on va avancer, plus ce sera précis. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des outils qui nous permettent de dire attention sur ce type de blessure, et on peut aider. Et moi, mon but, c'est de faire de la prévention, de faire ce que je fais avec le LHC, c'est-à-dire qu'on fait passer les joueurs en début d'année, on leur fait faire des bilans. Ils ne mentent pas en début d'année, un peu. Ils mentent pas, ou ils essaient pas d'être un peu moins bons que réellement pour te dire, ok, si vraiment j'ai une commotion plus tard, je peux légèrement corriger. Tu as pensé c'est une bonne question. Je vais te dire. Non, mais tu as raison parce que typiquement, on parlait de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on parlait de ça parce qu'il y avait des joueurs au rugby qui apprenaient les tests. Il y a le SCAT et puis il y a d'autres tests où il y en a, ils savaient qu'on va te poser telle question. Et il y en a qui apprenaient certaines questions par cœur parce qu'ils savaient que s'il y avait quelque chose, on allait leur poser ces questions-là et ils connaissaient les réponses plus ou moins par cœur, entre guillemets. Ce qui fait qu'après, même s'ils avaient commotion, ils pouvaient retourner. Tu peux y aller. C'est toujours compliqué et c'est bien et c'est toute la problématique qu'il y a aujourd'hui. C'est que si tu te fais une blessure, tu te fais un ligament, on va le voir, on va faire un IRM, on va voir quelque chose. La tête, on va rien voir. Donc à part la personne qui te dit oui, non, c'est très dur de mesurer qu'est-ce qu'il ressent. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire évoluer ça. Et moi, mon but, c'est pour ça qu'on fait ces tests au début d'année, en disant on fait un bilan cognitif au début d'année, qui fait que si on a une commotion, on va refaire ce bilan et on va pouvoir comparer. Et là, en général, il ne peut pas trop mentir parce qu'on va tout de suite voir les dégradations. Tu peux aussi changer un petit peu les types d'exercices, mais aller chercher les mêmes informations. C'est ça. Et jusqu'à maintenant, on l'a fait avec le Lausanne Hockey Club. Pas que, je le fais avec d'autres sports, mais c'est avec eux que j'ai vraiment commencé à mettre ça en place et ça fonctionne bien parce qu'on parle le même aussi avec le staff médical là-bas. On a le même discours. Donc, quand on est sur la même longueur d'onde, c'est aussi beaucoup plus facile. Et l'essentiel, c'est que le joueur il se sente en sécurité. Et on le voit aussi, c'est une réalité. La commotion, il y a le choc, le cerveau traumatisé, mais il y a aussi un aspect, c'est psychologique là-dedans aussi. Clairement. Et plus tu vas mettre un cocon, mais plus tu vas dire que le joueur se sente en sécurité. Ah, tu as une blessure, mais t'inquiète pas. On a des solutions. Désacraliser. C'est ça qu'avant, il n'y avait pas, c'est que, on ne sait pas ce qui se passe. Attends, tu vas rester, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Puis attends, si dans 2 semaines, tu as toujours mal à la tête, mince, on fait quoi ? Là, on ne sait pas. Maintenant, aujourd'hui, il y a petit à petit des outils qui nous permettent donc, le joueur aussi, ça le permet de dire s'il y a quelque chose, je vais avoir des solutions. Et du coup, quand tu sais que tu as des solutions, tu récupères plus vite. Puis tu es plus naturel, tu es plus léger et tu vas pouvoir affronter plus facilement la situation inconfortable. Moi, je le vois aussi en préparation mentale, les athlètes blessés. C'est compliqué mécaniquement, souvent. C'est OK, on a le feu vert du médecin, on sait que ça tient, un genou, une épaule. Mais mentalement, c'est plus difficile. Il y a cet aspect d'y penser indirectement, sans le vouloir. Et pour revenir, on va travailler un petit peu aussi sur cette confiance. Mais c'est vrai que le staff, le cadre, l'entourage, s'ils désacralisent un petit peu tout ce qui va autour de la blessure, du retour, et que ce n'est pas qu'un outil de pression, c'est plus facile. Et comme tu dis, certainement que ça va permettre une récupération plus rapide pour l'athlète. Et ça fait partie un petit peu de cette approche. C'est plaisant de savoir qu'il y a des infrastructures, des environnements, des clubs qui mettent en place des choses et qui sont orientés
sur la bonne voie par rapport à ce genre de traitement. Ouais, et puis c'est très important et dans le fond, ça se limite pas, pour faire vite, ça se limite pas qu'à l'aspect sportif, c'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, tu fais peut-être pas de sport de haut niveau, mais tu fais du ski. Bah, le ski, malheureusement, l'hiver, Clairement. ou même le vélo, c'est des sports où il y a énormément de commotion. Donc ça s'applique à tout le monde. Et après, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, parce que dans le fond, c'est l'aspect confiance. C'est le moteur, après pas mental, mais dans ce que je fais aussi, moi, tu vois, que ce soit les athlètes, le but, c'est d'amener dans ce que je fais, donc un nouvel outil. Et puis, si tu apportes ce nouvel outil, l'athlète, il va se dire, je fais un truc de plus que potentiellement les autres font pas. Et tu renforces cet aspect de la confiance. Et exactement. j'en reviens rapidement parce que l'écomotion, c'est pareil. C'est-à-dire que tu perds aussi confiance parce que tu fais plein de choses. Il y a plein de choses que tu n'arrives plus à faire. Clairement. Et le fait de voir qu'il y a des choses où tu récupères la tête, va mieux, tu reprends confiance. Et quand tu reprends confiance, tu vois qu'il y a des choses tout d'un coup qui vont mieux. Et c'est dur à l'expliquer, mais c'est hyper intéressant. Et cette confiance en soi, c'est un moteur incroyable. Ouais, prévention, enfin entraînement, performance, prévention, traitement. Finalement, ton activité, elle est large aujourd'hui. Comment tu gères ça en tant qu'entrepreneur, si on parle à l'entrepreneur là, comment ça se passe? C'est pas facile dans le sens que justement, c'est hyper intéressant parce que j'adore ce que je fais. Et justement, le fait qu'il y ait beaucoup de domaines, on m'a déjà dit, mais tiens, mais ce que tu fais, ça pourrait aussi potentiellement aider sur Alzheimer ou peut-être d'autres pathologies. Là, j'ai des personnes qui ont fait des AVC, puis derrière les AVC qui ont plus de troubles cognitifs. Donc, il y a plein de choses en fait à développer et c'est hyper intéressant, mais il faut pas trop se disperser non plus parce que en tant qu'entrepreneur, si tu commences à être partout, tu es nulle part. Donc, il faut avancer. Mais tu as cette volonté d'aider. C'est ce qui va t'attirer. C'est ça, mais c'est vrai que c'est comme pour tout. Pour développer, tu fais une première couche, puis après, tu mets une deuxième, puis tu avances petit à petit. Et c'est la même chose que moi, je dis aux personnes, il ne faut pas aller trop vite. Une récupération, un truc, c'est étape par étape. On met construit, des briques. On bâtit, puis on fait une étape, puis après, on met une deuxième étape. Puis quand tu commences à vouloir griller les étapes, tu vas trop vite, tu te brûles. Moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je dois vraiment fonctionner étape par étape pour développer ça. Donc, on y va petit à petit. Puis ensuite, on rajoute ça. Puis on essaie de rajouter ça. Et ça, je l'ai bien compris. Et je pense que c'est des choses qu'au début, je n'avais pas forcément fait parce que tu te dis, waouh, génial, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Oui, puis au final, dans tous les sens. Ouais. Donc là, maintenant, le but, c'est de recentrer.